dernière partie de ce livre, vraiment super bien. Donc je reprends la dernière phrase quand même où j'étais. Donc cela vient de ce qu'en y jouant, on concentre toutes ses énergies intellectuelles sur un champ très étroit, même quand les problèmes sont ardus. J'avais d'abord suivi mécaniquement les indications du livre en reproduisant les parties célèbres. Mais peu à peu, cela devint pour moi un jeu de l'intelligence auquel je me plaisais beaucoup. J'appris les finesses, les ruses subtiles de l'attaque et de la défense. Je saisis la technique de l'anticipation, de la combinaison et de la riposte. Bientôt, je fus capable de reconnaître la manière caractéristique de chacun des joueurs célèbres, aussi sûrement qu'on reconnaît un poète à quelques vers d'une de ses œuvres. Ce qui n'avait été d'abord qu'une manière de tuer le temps devint un véritable amusement, et les figures des grands joueurs d'échecs, Algéchine, Lasker, Bogolyubov, Tartakower, vinrent, tels de chers camarades, peupler ma solitude. La variété anima désormais ma cellule muette, et la régularité de ces exercices rendit leur assurance à mes facultés intellectuelles. Cette discipline d'esprit, très exacte, leur donna même une acuité nouvelle, dont les interrogatoires bénéficièrent les premiers. Sans le savoir, j'avais sur l'échiquier amélioré ma défense contre les menaces feintes et les détours perfides. Dès lors, je n'eus plus aucune défaillance devant mes juges, et il me sembla que les hommes de la Gestapo commençaient à me regarder avec un certain respect. Peut-être se demandaient-ils par devers eux où je puisais la force de résister si fermement quand ils voyaient tous les autres s'effondrer. Ce temps heureux où je refis systématiquement les 150 parties du manuel dura environ 3 mois. Là, parvenu au point mort, je me retrouvais brusquement à nouveau devant le néant, car une partie jouée 20 ou 30 fois n'avait plus l'attrait de la nouveauté. Sa vertu était épuisée pour moi. Quel sens cela avait-il de répéter sans cesse les parties, quand je savais chaque coup par cœur? L'ouverture déclenchait automatiquement les suivants. Il n'y avait plus de surprise, plus d'émotion, plus de problème. Pour m'occuper, pour me rendre cet effort et ce divertissement dont je ne pouvais plus me passer, il eût fallu un second volume, avec d'autres modèles. Comme c'était tout à fait exclu, il ne restait qu'une issue dans cette direction aberrante. Je devais inventer d'autres parties que j'essaierais de jouer avec moi-même, ou plutôt contre moi-même. Eh bien, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez réfléchi à l'état d'esprit où vous plonge ce roi des jeux, mais il suffit d'une seconde pour faire comprendre que le hasard, n'y ayant aucune part, c'est une absurdité de vouloir jouer contre soi-même. L'attrait du jeu d'échecs réside tout entier en ceci, que deux cerveaux s'y affrontent, chacun avec sa tactique. L'intérêt de cette bataille intellectuelle vient de ce que les Noirs ne savent pas comment vont manœuvrer les Blancs, et qu'ils cherchent sans cesse à deviner leur intention pour les contrecarrer. Tandis que de leur côté, les Blancs essaient de percer à jour les secrètes intentions des Noirs et de les déjouer. Si donc les deux camps sont représentés par la même personne, la situation devient contradictoire. Comment un seul et même cerveau pourrait-il à la fois savoir et ne pas savoir quel but il se propose, et, en jouant avec les Blancs, oublier sur commande son intention et ses plans, fait la minute précédente avec les Noirs. Un pareil dédoublement de la pensée suppose un dédoublement complet de la conscience, une capacité d'isoler à volonté certaines fonctions du cerveau comme s'il s'agissait d'un appareil mécanique. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que vouloir marcher sur son ombre. Eh bien, pour me résumer pendant des semaines, c'est à cette absurdité, à cette chose impossible que le désespoir me fit tendre pendant des mois. Mais je n'avais pas le choix, pour échapper à la folie et à la totale décrépitude de mon esprit. Mon atroce situation m'obligeait à tenter ce dédoublement de mon esprit entre un moi blanc et un moi noir, si je ne voulais pas être écrasé par le néant horrible qui me cernait de toutes parts. MB se renversa sur sa chaise longue et ferma les yeux un instant. On eût dit qu'il chassait avec effort un souvenir important. De nouveau, au coin gauche de sa bouche, reparut l'étrange crispation qu'il ne pouvait réprimer. Puis il se redressa et poursuivit. Voilà. Jusqu'ici, j'espère que mon récit a été assez clair. Je ne sais malheureusement si la suite pourra l'être autant, car ma nouvelle occupation demandait une telle tension d'esprit qu'elle rendait tout contrôle sur moi-même impossible. Je vous ai déjà dit qu'à mon avis, vouloir jouer aux échecs contre soi-même est déjà une idée absurde. Mais j'aurais eu, peut-être, une chance minime de m'en sortir si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier, qui m'eût permis en quelque sorte de prendre une certaine distance, de projeter les choses dans l'espace. Devant un vrai échiquier, avec de vraies pièces à déplacer,
On peut donner un rythme à ses réflexions, se transporter physiquement d'un côté de la table à l'autre, et considérer ainsi la situation tantôt du point de vue des Noirs, tantôt de celui des Blancs. Mais contraint que j'étais de livrer des combats contre moi-même, ou si vous préférez, contre un moi que je projetais dans un espace imaginaire, il fallait que je me représente mentalement et que je retienne les positions successives des pièces, les possibilités ultérieures de chacun des partenaires. Et, si absurde que cela paraisse, que je vois toujours distinctement en esprit 2 ou 3, non plutôt 6, 8, 12 positions différentes, afin de calculer 4 ou 5 coups d'avance pour les blancs et les noirs que j'étais seule à représenter. Pour ce jeu mené dans un espace abstrait, imaginaire, pardonnez-moi de vous entraîner dans ces aberrations, mon cerveau se partageait, si je puis dire, en cerveau blanc et cerveau noir pour y combiner à l'avance les 4 ou 5 coups qu'exigeait dans les deux camps la tactique. Et le plus dangereux de cette expérience abstruse n'était pas encore cette division de ma pensée à l'intérieur de moi-même, mais le fait que tout se passait en imagination. Je risquais ainsi de perdre pied brusquement et de glisser dans l'abîme. Lorsqu'auparavant, les semaines précédentes, je refaisais les parties célèbres du manuel, je n'exécutais qu'une copie, pure répétition d'un modèle donné, et l'exercice ne demandait pas plus de force que la mémorisation d'une pièce de vers ou d'un paragraphe du code. C'était une activité limitée, disciplinée, une gymnastique mentale remarquable. 2 parties le matin, 2 l'après-midi, je m'acquittais de cette sorte de pensum sans aucune excitation. Elle me tenait lieu d'occupation normale, et si je me trompais, si j'hésitais au cours d'une partie, le traité me prêtait son appui. Si cette activité m'avait été salutaire et plutôt apaisante, c'est que je n'y étais pas moi-même en jeu. Il m'était indifférent que la victoire revint au noir plutôt qu'au blanc. C'était l'affaire d'Algégine ou de Bogol-Joubov qui briguait l'honneur d'être champion et le plaisir que j'éprouvais par l'intelligence et la sensibilité était celui du spectateur, du connaisseur qui apprécie les péripéties du combat et sa beauté. Dès le moment où je cherchais à jouer contre moi-même, je me mis inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi. Et chacun d'eux devenait avide et impatient en voulant gagner. La pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs. L'un des 2 adversaires qui étaient en moi triomphait et s'irritait à la fois, quand l'autre commettait une erreur ou manquait d'astuce. Tout cela paraît dépourvu de sens, et le serait en effet s'il s'agissait d'un homme normal vivant dans des conditions normales. Quelle histoire inimaginable qu'une schizophrénie aussi artificielle. Quel inconcevable dédoublement de la personnalité. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à mon cadre habituel, que j'étais un captif innocent, tourmenté avec raffinement depuis des mois par la solitude, un homme en qui la colère s'était accumulée sans qu'il pût la décharger sur rien, ni sur personne. Aucune diversion ne s'offrant, excepté ce jeu absurde contre moi-même, ma rage et mon désir de vengeance, s'y déversèrent furieusement. Il y avait un homme en moi qui voulait à tout prix avoir raison, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à cet autre moi contre qui je jouais. Aussi ces parties d'échecs me causaient-elles une excitation presque maniaque. Au début, j'étais encore capable de jouer avec calme et réflexion. Je faisais une pause entre les parties pour me détendre un peu. Mais bientôt mes nerfs irrités ne me laissèrent plus de répit. À peine avais-je joué avec les blancs que les noirs se dressaient devant moi frémissants. À peine une partie était-elle finie qu'une moitié de moi-même recommençait à défier l'autre. Car je portais toujours en moi un vaincu qui réclamait sa revanche. Jamais je ne pourrais dire, même à peu près combien de parties j'ai joué ainsi pendant les derniers mois dans ma cellule, poussé par mon insatiable égarement, peut-être 1000, peut-être davantage. J'étais possédée, et je ne pouvais m'en défendre. Du matin au soir, je ne voyais que pion, tour, roi et fou. Je n'avais en tête que A, B et C, que mat et roc. Tout mon être, toute ma sensibilité se concentrait sur les cases d'un échiquier imaginaire. La joie que j'avais à jouer était devenue un désir violent. Le désir, une contrainte, une manie, une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits. Je ne pensais plus qu'échec, problème d'échec, déplacement des pièces. Souvent, m'éveillant le front en sueur, je m'apercevais que j'avais continué à jouer en dormant. Si des figures humaines paraissaient dans mes rêves, elles se mouvaient uniquement à la manière de la tour, du cavalier, du fou. À l'audience aussi, je ne parvenais plus à me concentrer sur ce qui engageait ma responsabilité.
J'ai l'impression de m'être exprimée assez obscurément les dernières fois que je comparus, car les juges se jetaient des regards étonnés. En réalité, tandis qu'ils menaient leur enquête et leur délibération, je n'attendais dans ma passion avide que le moment d'être reconduit dans ma cellule, pour y reprendre mon jeu de fou. Une autre partie et encore une. Toute interruption me tourmentait dans mon impatience fébrile, jusqu'au quart d'heure pendant lequel le gardien balayait la chambre, jusqu'aux 2 minutes qu'il lui fallait pour m'apporter à manger. Parfois, mon repas était encore intact le soir dans mon écuelle, car j'en oubliais de manger. Je n'avais qu'une soif effroyable, due sans doute à ce jeu fébrile et à ces perpétuelles réflexions. Je vidai ma bouteille d'un trait et suppliai le gardien de me rapporter de l'eau. Mais l'instant d'après, ma bouche était déjà sèche. Pour finir, mon excitation atteignit un degré tel, en jouant, je ne faisais absolument rien d'autre du matin au soir, que je ne pouvais plus rester assis 1 minute, arpentant ma chambre sans arrêt, en réfléchissant à mes parties, toujours plus vite, d'un pas toujours plus pressé, de plus en plus excité à mesure que la fin de la partie approchait. La passion de gagner, de vaincre, de me vaincre moi-même, devenait peu à peu une sorte de fureur. Je tremblais d'impatience car l'un des 2 adversaires que j'abritais était toujours trop lent au gré de l'autre. Ils se harcelaient, et si ridicule que cela vous paraisse peut-être, je me houspillais moi-même. « Plus vite, allons, allons !» quand la riposte n'était pas assez prompte. Je sais aujourd'hui, bien entendu, que cet état d'esprit était tout à fait pathologique. Je ne m'y trouve pas d'autre nom que celui d'intoxication par le jeu d'échecs, qui n'est pas encore dans le vocabulaire médical. Cette monomanie finit par m'empoisonner le corps, autant que l'esprit. Je maigris, mon sommeil devint agité, intermittent. Au réveil, mes paupières étaient de plomb, je les ouvrais à grand-peine. J'étais devenue si faible, mes mains tremblaient tellement que je ne portais un verre à mes lèvres qu'au prix d'un gros effort. Mais sitôt une partie commencée, j'étais galvanisée par une force sauvage. J'allais et venais, les poings fermés, et j'entendais souvent, comme à travers un brouillard rougeâtre, ma propre voix me crier sur un ton rauque et méchant « Échec !» ou « Mat !» Je ne puis moi-même vous dire comment, dans cet état affreux et indescriptible, se produisit la crise. Je sais seulement que je me réveillai un beau matin, d'une autre manière que d'habitude. Mon corps était comme délivré de moi-même. Il se prélassait, mollement étendu dans un agréable confort. Une bonne grosse fatigue, telle que je n'en avais pas connue depuis des mois, appesantissait mes paupières, me donnant un si grand sentiment de bien-être que je ne pus me décider à ouvrir les yeux tout de suite. Pendant quelques minutes, je demeurai ainsi, jouissant de ma torpeur, de la tiédeur de mon lit, avec une voluptueuse langueur. Tout à coup, il me sembla entendre des voix derrière moi, des voix humaines, chaudes et vivantes, qui prononçaient des mots tranquilles, et vous ne pouvez vous imaginer mon ravissement. À moi qui n'avais depuis presque 1 an rien entendu d'autre que les dures et méchantes paroles de mes juges. « Tu rêves, me dis-je, tu rêves. Surtout n'ouvre pas les yeux, prolonge ton rêve. » Plutôt que de voir encore cette cellule maudite, la chaise, la cuvette, la table et l'éternel dessin du papier au mur. « Tu rêves, continue à rêver. » Mais la curiosité l'emporta. Lentement, prudemment, j'ouvris les yeux. Oh merveille! Je me trouvais dans une autre chambre, une chambre plus spacieuse que ma cellule de l'hôtel. La lumière entrait librement par une fenêtre sans barreaux. Au-delà, je voyais des arbres verts, où courait le vent, au lieu de mon sinistre mur coupe-feu. Les parois de la chambre étaient blanches et brillantes. Blanc aussi le plafond qui s'élevait au-dessus de moi. Oui, vraiment, j'étais dans un autre lit. Un lit que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un rêve. Des voix humaines parlaient doucement derrière moi. Ma découverte dut m'agiter violemment tant j'étais stupéfait, car j'entendis des pas s'approcher aussitôt. Une femme venait vers moi, la démarche légère. Une femme qui portait une coiffe blanche, une infirmière. Je frissonnais, ravi. Je n'avais pas vu de femme depuis 1 an. Sans doute regardais-je cette gracieuse apparition avec des yeux extasiés et brûlants. Car elle me dit avec force et douceur « Restez tranquille, bien tranquille. » Je n'écoutais que le son de sa voix. N'était-ce pas celle d'une créature humaine? Il y avait donc encore sur la terre des gens qui n'étaient pas des juges, des tortionnaires. Il y avait, ô miracle, cette femme, à la voix moelleuse et chaude, presque tendre.
Je fixais avidement la bouche qui venait de me parler avec bonté, car cette année infernale m'avait fait oublier que la bonté pût exister entre les hommes. Elle me sourit. Oui, elle me souriait. Il y avait donc encore des gens qui souriaient en ce monde. Puis elle mit un doigt sur ses lèvres et s'éloigna sans bruit. Mais comment eussé-je pu lui obéir? Je n'avais pas encore rassasié mes yeux de ce prodige. Je fis au contraire des efforts énergiques pour m'asseoir dans mon lit et pour la suivre des yeux, pour contempler encore cette créature miraculeuse et bienveillante. Je voulais m'aider de mes mains, je n'y parvins pas. Ce qui était la droite avait disparu tout entier jusqu'au poignet, dans une sorte de gros paquet bizarre, blanc. Un pansement apparemment. Je le considérais d'abord ahuri, puis je commençais lentement à comprendre où j'étais, et à réfléchir à ce qui pouvait bien m'être arrivé. On m'avait blessé sans doute, ou bien je m'étais blessé moi-même, à la main, et je me trouvais dans un hôpital. L'après-midi, j'eus la visite du docteur. C'était un aimable vieux monsieur. Mon nom ne lui était pas inconnu, et il parla avec tant de respect de mon oncle, le médecin de l'empereur, que je sentis tout de suite qu'il me voulait du bien. Au cours de la conversation, il me posa toutes sortes de questions, dont l'une, entre autres, me surprit. Il me demanda si j'étais mathématicien ou chimiste. Je lui dis que non. « Curieux, murmura-t-il, vous prononciez de si étranges formules dans votre délire. C'est 3, c'est 4. Personne de nous n'y comprenait rien. » Je m'enquis de ce qui m'était arrivé. Il sourit bizarrement. « Rien de grave, une violente crise de nerfs. » Et il ajouta tout bas, après avoir jeté un regard circonspect autour de lui. Très compréhensible d'ailleurs. Depuis le 13 mars, n'est-ce pas? Je fis oui de la tête. Pas étonnant avec cette méthode, grommela-t-il. Vous n'êtes pas le premier, mais ne vous inquiétez pas. À la manière apaisante dont il me glissait ces mots, et dont il me regardait, je sus que j'étais en bonne main. 2 jours plus tard, l'excellent docteur me raconta franchement ce qui m'était arrivé. Le gardien m'avait entendu crier très fort dans ma cellule, et il avait cru d'abord que quelqu'un s'y était introduit, avec qui je me querellais. Mais à peine avait-il paru à la porte que je m'étais précipité sur lui en poussant des cris sauvages. « Allons, joue, gredin, poltron !» J'avais essayé de le saisir à la gorge avec tant de violence qu'il avait dû appeler au secours. Tandis qu'on m'emmenait chez le médecin, j'avais réussi à me dégager et, pris d'une rage frénétique, je m'étais jeté contre la fenêtre du couloir en brisant la vitre et me faisant une profonde blessure à la main. Vous en voyez encore ici la cicatrice. J'avais passé les premières nuits à l'hôpital avec une sorte de fièvre cérébrale. Mais j'avais maintenant recouvré le complet usage de mes sens. Bien entendu, je ne dirai pas à ces messieurs que vous allez mieux, ajouta-t-il doucement. Ils seraient capables de vous y renvoyer. Remettez-vous-en à moi, et je ferai de mon mieux pour vous tirer d'affaire. J'ignore quel rapport ce précieux ami put bien faire à mes bourreaux. Le fait est qu'il obtint ce qu'il voulait, ma libération. Peut-être me fit-il passer pour un irresponsable. Peut-être aussi ma personne ne présentait-elle déjà plus aucun intérêt pour la Gestapo, car Hitler venait d'occuper la Bohême et le cas de l'Autriche était liquidé à ses yeux. Je dus seulement m'engager par écrit à quitter ma patrie dans les 15 jours. Et ces 15 jours furent si remplis par les 1000 formalités que doit accomplir aujourd'hui un ci-devant citoyen, du monde pour un voyage à l'étranger. Papier militaire, papier de police, attestation fiscale, passeport, visa, certificat médical, qu'il ne me resta guère de temps pour songer au passé. Il semble d'ailleurs qu'il y ait dans notre cerveau de mystérieuses forces régulatrices qui écartent spontanément ce qui pourrait nuire à l'âme ou la menacer. Car chaque fois que j'essayais de penser à mon temps de captivité, ma mémoire s'obscurcissait. Ce ne fut que de nombreuses semaines plus tard, lorsque je me trouvais sur ce paquebot, que j'eus enfin le courage de repasser ces événements dans mon esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis comportée de façon si incongrue et sans doute incompréhensible envers vos amis. Je flânais par le plus grand des hasards dans le fumoir, quand je vis ces messieurs assis devant un échiquier. L'étonnement et l'effroi me clouèrent sur place, malgré moi, car j'avais complètement oublié qu'on peut jouer aux échecs devant un véritable échiquier, avec des pièces palpables. J'avais oublié que c'est un jeu où 2 personnes tout à fait différentes s'installent en chair et en os, l'une en face de l'autre. Et en vérité, il me fallut quelques minutes pour me rappeler que ces joueurs que je voyais là jouaient au même jeu que moi dans ma cellule pendant des mois, quand je m'acharnais désespérément contre moi-même. Les chiffres dont je m'étais accommodé, à cette époque d'exercice farouche, n'étaient donc que les symboles de ces pièces d'ivoire.
la surprise que j'éprouvais à constater que le mouvement des pièces sur l'échiquier correspondait à celui de mes pions imaginaires ressemblait sans doute à celle de l'astronome qui a déterminé sur le papier l'existence d'une planète grâce à de savants calculs et qui aperçoit soudain cette planète dans le ciel sous la forme d'une substantielle et brillante étoile. Comme hypnotisé, je fixais l'échiquier où je contemplais mes diagrammes concrétisés par les figurines sculptées d'un cavalier, d'une tour, d'un roi, d'une reine et de pions véritables. Pour bien saisir les positions respectives des adversaires, je fus obligé de transposer le monde abstrait de mes chiffres dans celui des pièces qu'on maniait sous mes yeux. Peu à peu, la curiosité me vint d'assister à une partie réelle, disputée par deux adversaires. Oubliant alors toute politesse, j'intervins maladroitement dans votre jeu. Mais l'erreur qu'allait commettre votre ami m'atteignit comme un coup au cœur. D'un geste instinctif, sans réfléchir, je le retins comme on retient un enfant qui se penche par-dessus une balustrade. Plus tard seulement, je me rendis compte de la grossière inconvenance de mon intrusion. Je me hâtais de rassurer MB en lui disant que nous nous félicitions de ce hasard qui nous avait permis de faire sa connaissance. Et j'ajoutais que pour ma part, j'étais doublement impatient d'assister au tournoi improvisé du lendemain après avoir écouté son récit. MB eut un mouvement inquiet. « Non, vraiment, ne vous faites pas d'illusions. Il ne s'agira pour moi que de me mettre à l'épreuve. Oui, je voudrais savoir si je suis capable de jouer une partie d'échecs ordinaire, sur un vrai échiquier, avec de vraies pièces contre un adversaire réel. Car il me reste toujours un doute à ce sujet. Ces 100, peut-être ces 1000 parties que j'ai jouées étaient-elles réglementaires ? Ou n'était-ce qu'un jeu de rêve, comme on en fait ou quand on a de la fièvre, un de ces rêves fantastiques où l'on saute souvent des échelons indispensables à la réalité ? Car vous ne prétendez pas sérieusement, j'espère, que je me mesure avec un champion du monde et que je le mette hors de combat. La seule chose qui m'intrigue et qui m'intéresse, c'est de savoir une fois pour toutes si je jouais vraiment aux échecs dans ma cellule ou si j'étais déjà fou. En un mot, si j'étais en deçà ou au-delà de la zone dangereuse. C'est le but unique de cette partie à mes yeux. Au même moment, de l'autre extrémité du navire, le gong nous appela à dîner. Notre entretien avait sans doute duré presque 2 heures. J'ai beaucoup abrégé ici le récit circonstancié que me fit MB. Je le remerciai chaleureusement et pris congé. Mais je n'avais pas quitté le pont qu'il me courait après et ajoutait, avec tant de nervosité qu'il en bégayait. Encore un mot. Je ne voudrais pas ensuite paraître impoli une seconde fois. Voulez-vous bien prévenir ces messieurs que je ne jouerai qu'une seule partie ? Ce sera le point final à une vieille histoire, c'est tout. Une conclusion définitive, pas un recommencement. Je ne désire pas être repris par cette passion fiévreuse, par cette rage de jouer à laquelle je ne pense qu'en tremblant. Et d'ailleurs, le médecin alors m'avait averti, expressément averti. Un homme qui a été atteint d'une manie peut retomber malade même s'il est complètement guéri. Il vaut mieux ne plus s'approcher d'un échiquier, quand on a été intoxiqué comme je le fus. Donc vous comprenez, je jouerai cette unique partie pour être fixé là-dessus, et ce sera tout. Le lendemain, à 3 heures très précises, nous étions comme prévu réunis au fumoir. 2 officiers du bord amateurs de ce roi des jeux s'étaient joints à nous, ayant obtenu une permission spéciale pour assister au tournoi. Tchentovitch ne se fit pas attendre comme la veille, cette fois, et après la répartition des couleurs, une partie mémorable s'engagea, qui mettait aux prises mon très obscur compatriote avec l'illustre champion. Je regrette qu'elle se soit déroulée seulement devant d'aussi incompétents spectateurs que nous, et qu'elle soit perdue pour les annales du jeu d'échecs, comme le sont pour l'histoire de la musique, les improvisations de Beethoven au piano. Nous essayâmes, il est vrai, de reconstituer tous ensemble la partie de mémoire le lendemain après-midi, mais sans y réussir. Les joueurs nous avaient sans doute intéressés plus que le jeu, dont nous ne trouvions plus les péripéties. En effet, le contraste intellectuel que formaient les 2 partenaires s'exprima de plus en plus physiquement dans leur attitude respective au cours de la partie. Raide et immobile comme une souche, Tchentovitch, très bien rodé, ne quittait pas l'échiquier des yeux. Réfléchir était pour lui une sorte d'effort physique qui demandait une concentration extrême de tout son corps. MB, au contraire, restait parfaitement dégagé et libre dans ses mouvements. Véritable dilettante au plus beau sens du mot. Il ne voyait dans le jeu que le plaisir qu'il lui causait. Nous donnait avec désinvolture des explications entre les coups. Allumait une cigarette d'une main légère
et ne regardait l'échiquier qu'une minute avant que ce soit à lui de jouer. Il semblait toujours avoir prévu les intentions de l'adversaire. Au début, pour les ouvertures obligées, tout allait assez vite. Ce n'est qu'au 7e ou 8e coup que la bataille parut se dessiner selon un plan précis. Tchentović réfléchissait plus longuement. Nous comprîmes à ce signe que la véritable lutte pour la suprématie était engagée. Mais je dois à la vérité de dire que pour nous autres novices, l'évolution progressive de la situation, comme dans tout réel tournoi, était plutôt décevante. Car plus les pièces composaient sur l'échiquier leurs étranges arabesques, moins nous en pénétrions le sens caché. Nous ne saisissions ni les intentions des deux adversaires, ni dans quel camp se trouvait l'avantage. Nous voyions seulement qu'ils déplaçaient leurs pièces telles des leviers, ou comme des généraux qui font marcher leurs troupes pour tâcher de faire une brèche dans les lignes ennemies. Mais nous ne pouvions comprendre les buts stratégiques de ces mouvements, car des joueurs aussi avertis combinent leurs affaires plusieurs coups à l'avance. Et à notre ignorance s'ajoutait peu à peu une fatigue qui venait surtout des interminables minutes de réflexion nécessaires à Tchentović. Cette lenteur irritait visiblement notre ami. Je remarquais avec inquiétude qu'il s'agitait de plus en plus sur son siège, au fur et à mesure que la partie durait. Il allumait nerveusement cigarette sur cigarette, ou prenait une note d'une main rapide, puis il se fit servir une bouteille d'eau minérale et avala précipitamment un verre après l'autre. Il était évident qu'il calculait ses coups 100 fois plus vite que Tchentović. Quand ce dernier se décidait enfin, après des réflexions infinies, à pousser une pièce de sa lourde main, notre ami souriait simplement, de l'air de quelqu'un qui a prévu la manœuvre depuis longtemps, et il ripostait aussitôt. Son cerveau travaillait si vite qu'il avait sans doute déjà calculé toutes les possibilités de son adversaire. Aussi, plus Tchentović tardait-il à se décider, plus l'impatience de l'autre augmentait-elle. Et pendant qu'il attendait ainsi, ses lèvres prenaient une expression de contrariété presque hostile. Mais Tchentović ne s'émouvait pas pour si peu. À mesure que les pièces se faisaient plus rares sur l'échiquier, ses réflexions s'allongeaient, mornes et muettes. Au 42e coup, la partie avait duré 2 bonnes heures, 3/4, et nous ne la suivions plus que d'un regard hébété de fatigue. Un des officiers du bord était parti. L'autre lisait un livre et ne jetait un coup d'œil sur l'échiquier qu'au moment où l'un des partenaires avait joué. Mais soudain, c'était au tour de Tchentović, se produisit quelque chose d'imprévu. Le champion avait le doigt sur le cavalier pour le faire avancer, et MB, en le voyant, se ramassa sur lui-même comme un chat qui va sauter. Il se mit à trembler de tout son corps, poussa sa dame d'un geste sûr et s'écria, triomphant, « Ça y est, c'est réglé !» Il se rejeta en arrière, se croisa les bras sur la poitrine et jeta à Tchentović un regard de défi où fulgurait soudain une lueur brûlante. Nous nous penchâmes tous, sans le vouloir, vers l'échiquier pour comprendre cette manœuvre, si victorieusement annoncée. Au premier abord, on ne voyait rien de menaçant. L'exclamation de notre ami devait donc se rapporter à un développement ultérieur de la situation que nous autres, dilettantes à courte vue, ne savions pas prévoir. Tchentović seul n'avait pas branché à l'annonce provocatrice de son partenaire. Il était resté aussi imperturbable que s'il n'avait pas entendu cette offense, cet offensant. Ça y est. Il ne se passa rien. La montre posée sur la table pour mesurer l'intervalle entre 2 coups faisait entendre son tic-tac dans le silence général. 3 minutes s'écoulèrent, puis 7, puis 8. Tchentović ne bougeait toujours pas, mais il me sembla que l'effort qu'il s'imposait élargissait encore ses narines épaisses. L'attente devenait intolérable pour notre ami MB, comme pour nous. Il se leva d'un bond et se mit à marcher dans le fumoir de long en large, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Tout le monde le regardait un peu surpris, et moi j'étais plein d'inquiétude, car je venais de m'apercevoir que malgré son agacement, il arpentait toujours le même espace. On eût dit qu'une barrière invisible l'arrêtait dans le vide, au milieu de la pièce, et l'obligeait à revenir sur ses pas. Je compris en frissonnant qu'il refaisait sans le vouloir le même nombre de pas que jadis dans sa cellule. Oui, c'est exactement ainsi qu'il devait s'être promené des mois durant
comme un fauve en cage. Comme cela 1000 fois de suite. Il avait dû aller et venir, les mains crispées et les épaules rentrées, tandis que s'allumait dans son regard fixe et fiévreux la rouge lueur de la folie. En ce moment, il avait apparemment encore toute sa présence d'esprit, car il se tournait de temps en temps avec impatience du côté de la table, pour voir si Tchentović s'était décidé. Mais 9-10 minutes s'écoulèrent encore. Ce qui se passa ensuite, aucun de nous ne s'y attendait. Tchentović leva lentement sa lourde main. Chacun regarda anxieusement ce qu'il allait faire. Mais Tchentović ne joua pas. Du revers de la main, il repoussa les pièces de l'échiquier. Nous ne comprîmes pas tout de suite qu'il abandonnait la partie, qu'il capitulait avant que tout le monde vît qu'il était battu. L'invraisemblable s'était produit. Un champion du monde, le vainqueur d'innombrables tournois, venait de baisser pavillon devant un inconnu, devant un homme qui n'avait pas touché à un échiquier depuis 20 ou 25 ans. Notre ami, cet anonyme, avait battu le plus fort joueur du monde entier dans un tournoi public. Sans nous en apercevoir, dans notre émotion, nous nous étions tous levés. Chacun de nous avait le sentiment de devoir faire ou dire quelque chose pour donner libre cours à son joyeux effroi. Le seul qui ne bougea pas, très calme, fut Tchentović. Au bout d'un assez long moment, il leva la tête et regarda notre ami d'un œil de pierre. « Encore une partie » demanda-t-il. « Mais certainement » répondit MB avec un enthousiasme qui me fit une fâcheuse impression. Et avant même que j'aie pu lui rappeler son intention de s'en tenir à une seule partie, il se rassit. Avec une hâte fiévreuse, il remit les pièces sur l'échiquier. Et ses doigts tremblaient tellement que par 2 fois un pion s'en échappa et roula sur le plancher. Le malaise que me causait son excitation forcée devint de l'angoisse. Indéniablement, cet homme calme et paisible s'était changé en exalté. Le tic faisait tressaillir toujours plus souvent le coin de sa bouche, et tout son corps tremblait, comme secoué par une fièvre subite. « Cela suffit !» lui soufflai-je doucement. « Ne jouez pas maintenant. C'est assez pour aujourd'hui, c'est trop éprouvant pour vous. »« Éprouvant ?» Il riait fort, d'un air méchant. « J'aurais pu faire 17 parties si nous ne traînassions pas autant. Ce qui me fatigue à ce rythme, c'est de rester éveillé. Allons, c'est à vous de commencer. » Ces derniers mots prononcés sur un ton violent, presque grossier, il les avait adressés à Tchentović, qui jeta sur lui un regard calme et mesuré, mais dur comme un poing fermé. Entre les 2 joueurs était née soudain une dangereuse tension, une haine passionnée. Ce n'étaient plus 2 partenaires qui voulaient éprouver leur force en s'amusant. C'étaient 2 ennemis qui avaient juré de s'anéantir réciproquement. Tchentović tarda longtemps avant de jouer son premier coup, et j'eus nettement le sentiment qu'il le faisait exprès. Il devait avoir compris que sa lenteur fatiguait et irritait l'autre, et il s'en servait en tacticien bien entraîné. Au bout de 4 grandes minutes, donc, il ouvrit le jeu, de la manière la plus simple et la plus ordinaire, en faisant avancer de 2 cases le pion qui couvre le roi. MB riposta aussitôt avec le même pion, puis Tchentović refit une pause démesurée à peine supportable. Nous attendions le cœur battant comme on attend le tonnerre après un éclair éblouissant, et que le tonnerre tarde encore. Tchentović ne bougeait pas. Lent, calme, il réfléchissait, et je me sentais de plus en plus certain que sa lenteur était voulue et méchante. Du moins me laissait-elle tout le loisir d'observer MB. Il avait déjà avalé 3 verres d'eau, et je me rappelais malgré moi son récit, la soif ardente qu'il avait eue pendant sa captivité. Le malheureux présentait tous les symptômes d'une excitation anormale. Son front se mouillait, la cicatrice sur sa main devenait plus rouge et plus marquée. Jusque-là, il restait maître de lui. Pourtant, lorsqu'au 4e coup Tchentović se replongea dans des méditations interminables, il perdit contenance et l'apostropha brutalement. « Eh bien, jouez donc, voyons !» Tchentović leva son œil froid. Nous avons, si je ne me trompe, fixé à 10 minutes le temps d'intervalle entre les coups. Par principe, je ne joue pas plus rapidement. MB se mordit les lèvres. Je remarquai que son pied sous la table se mit à se balancer vite, toujours plus vite. Il allait perdre la tête. J'en eus l'irrésistible pressentiment. Au 8e coup, de fait, se produisit un nouvel incident.
MB, qui avait une peine croissante à supporter ses attentes, ne put se contenir davantage. Il se pencha en avant, en arrière et se mit involontairement à tambouriner du doigt sur la table. Tchentovitch releva sa grosse tête de paysan. « Puis-je vous prier de ne pas tambouriner? Cela me dérange. Je ne puis pas jouer ainsi. » MB eut un rire bref. « Ah, je m'en aperçois !» Tchentovitch rougit. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il, la voix dure et mauvaise. MB rit encore, d'un rire sec et méchant. « Oh, rien, simplement que vous êtes très nerveux. » Tchentovitch baissa la tête et se tut. Il attendit 7 minutes pour jouer le coup suivant, et la partie continua en se traînant à ce rythme mortel. Tchentovitch semblait de plus en plus pétrifié. Il mettait maintenant le maximum de temps prévu à prendre sa décision. Et d'un coup à l'autre, la conduite de notre ami devenait de plus en plus étrange. Il semblait avoir oublié la partie en cours et s'occuper de toute autre chose. Il avait cessé d'aller et venir et restait assis, immobile sur sa chaise, regardant le vide d'un œil fixe et hagard. Il marmottait sans arrêt des mots incompréhensibles. Se perdait-il dans d'interminables combinaisons ou réfléchissait-il déjà à d'autres parties, comme je l'en soupçonnais quant à moi. En tout cas, chaque fois que son tour était enfin venu de jouer, il fallait que nous le rappelions à la réalité. 1 minute lui suffisait pour s'orienter. Pourtant, j'étais de plus en plus persuadé qu'il nous avait tous oubliés, y compris Tchentovitch, et qu'il était en proie à une crise de démence froide qui pouvait éclater tout à coup avec violence. Et la chose se produisit, effectivement, au 19e coup. À peine Tchentovitch avait-il joué que MB poussait son fou 3 cases plus loin, sans même regarder l'échiquier, en criant si fort que nous sursautâmes. « Échec! Échec au roi !» Nous nous penchâmes tous sur l'échiquier pour voir cette manœuvre sans pareille. Mais ce qui se passa, au bout d'1 minute, aucun de nous ne s'y attendait. Lentement, très lentement, Tchentovitch leva la tête et nous regarda l'un après l'autre, ce qu'il n'avait encore jamais fait. On vit naître sur ses lèvres un sourire moqueur et satisfait. Il paraissait éprouver un plaisir sans borne. Lorsqu'il eut pleinement joui de ce triomphe, encore incompréhensible pour nous, il dit à la ronde avec une politesse affectée. « Je regrette, mais je ne vois pas comment mon roi pourrait être en échec. Un de ces messieurs le voit-il » Nous examinâmes la situation, puis nos regards inquiets se tournèrent vers MB. Le roi de Tchentovitch était entièrement couvert par un pion. Un enfant eût pu s'en rendre compte. Il n'y avait donc pas d'échec au roi. Nous devînmes inquiets. Notre fougueux ami avait-il poussé sans le vouloir une pièce de travers, une case de trop ou une en moins? Le silence général le rendit à lui-même. Il examina l'échiquier à son tour et se mit à dire en bégayant violemment. « Mais le roi doit être en F7, il n'est pas à sa place. Pas du tout, vous êtes trompé. Tout est faux sur cet échiquier. Ce pion-là est en G5, pas en G4. C'est une toute autre partie, c'est... » Il s'arrêta brusquement. Je l'avais empoigné par le bras et même pincé si fort qu'il l'avait senti, malgré son égarement fiévreux. Il se retourna et me regarda avec des yeux de somnambule. « Qu'y a-t-il? Que voulez-vous ?»« Remember, lui murmurai-je seulement, et je passai le doigt sur la cicatrice qu'il portait à la main. Il suivit malgré lui mon geste. Ses yeux se ternirent et se fixèrent sur la trace rouge. Puis tout à coup il se mit à trembler, un frisson lui secoua tout le corps. « Pour l'amour du ciel, chuchota-t-il, les lèvres blanches. Ai-je dit ou fait quelque chose d'insensé? Suis-je de nouveau? Non, fis-je doucement, mais cessez immédiatement de jouer, il est grand temps. Souvenez-vous de ce que le médecin vous a dit. MB se leva aussitôt. Veuillez excuser ma sotte méprise, dit-il en s'inclinant devant Tchentovitch, avec toute son ancienne politesse. Ce que je viens de dire est une absurdité, bien entendu. C'est vous qui l'avez emporté. Puis il se tourna vers nous. Je m'excuse aussi auprès de vous, messieurs, mais je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas trop attendre de moi. Pardonnez cet incident ridicule. C'est la dernière fois de ma vie que je m'essaie aux échecs. Il s'inclina encore une fois et s'en fut, de la même manière mystérieuse et discrète qu'il nous était apparu la première fois. J'étais seule à savoir pourquoi cet homme ne toucherait plus jamais un échiquier, tandis que les autres demeuraient là, vaguement conscients d'avoir échappé à je ne sais quel désagrément, ou même à un danger. « Damned fool !» grogna McConnor, déçu. Tchentovitch fut le dernier à quitter son siège et jeta encore un coup d'œil sur la partie commencée. « Dommage, » dit-il magnanime. « L'offensive n'allait pas si mal. Pour un dilettante, ce monsieur est en fait très remarquablement doué. » Et voilà, se termine
ce petit livre que j'ai beaucoup aimé. Bonne soirée!